Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici? Comment voient-ils l'île évoluer? Quel est leur endroit préféré? Les souvenirs qui les ont marqués? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Maxime Prodromides. Bonjour Maxime Prodromides, vous êtes auteur, écrivain, spécialiste en histoire de l'art, critique d'art, président du Conseil économique, social et culturel du Parc national de Porquerolles depuis 2013. Vous êtes l'un des petits-fils de François-Joseph Fournier qui a acheté l'île de Porquerolles en 1912 après avoir fait fortune au Mexique. Vous avez d'ailleurs participé au scénario d'un passionnant documentaire à son sujet, Les 3 vies de François-Joseph Fournier, qui retrace sa vie à travers une enquête que vous avez menée en repartant sur ses traces au Mexique notamment. On y reviendra. Pour commencer, Maxime, est-ce que vous pourriez compléter cette rapide présentation et me dire en quelques mots où vous êtes né, où vous avez grandi, quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui et si vous habitez toujours Porquerolles? Oui, j'habite toujours Porquerolles et plus que jamais. Et je suis né par accident à Boulogne-Billancourt. Je dis par accident parce que ma mère faisait des allers-retours entre Paris et Porquerolles. Elle pensait plutôt que je naîtrais ici. Mais j'ai été prématuré de 5 semaines et elle était à Paris à ce moment-là. Donc je suis né à Boulogne-Billancourt. Mais dès que j'ai eu l'âge d'être transporté, on m'a amené à Porquerolles et j'ai passé ma première année entièrement à Porquerolles. Alors évidemment, je ne m'en souviens pas. Mais ma mère disait que ça avait dû me marquer parce que de 0 à 1 an, hiver compris, je l'ai passé ici. Et ma mère me disait, ta passion pour Porquerolles a dû porter l'empreinte de cette première année qui s'est imprimée dans ton inconscient. Voilà. Et oui, je vis à Porquerolles complètement maintenant depuis 10 ans à peu près. Avant, j'ai toujours fait des allers-retours. Je faisais des allers-retours avec Paris, puis avec Marseille. Je disais à une époque que ma maison, c'était le TGV. Et puis, j'ai décidé de ne vivre qu'à Porquerolles. Parce que c'est j'ose pas dire une vocation, mais c'était un vœu de ma part. Et en plus de m'intéresser, comme d'autres ici, à l'avenir de Porquerolles, au présent de Porquerolles, à l'avenir de Porquerolles, à la vie à Porquerolles. Parce que c'est une petite île, mais c'est une île qui a une longue histoire, une histoire forte, des personnages forts qui l'ont marqué. Et il y a une vertu à Porquerolles, c'est-à-dire un avantage et parfois ça peut être un inconvénient, c'est que Porquerolles, si vous faites le tour des îles françaises de la Méditerranée, des îles comme Porquerolles, il n'y en a qu'une. Il y a Porquerolles à côté, mais Porquerolles est beaucoup plus petite, elle est peu habitée à l'année, il y a entre 5 et 10 habitants en hiver à Porquerolles. À Porquerolles, en hiver, nous sommes entre 300 et 350. Et ça, c'est c'est ce qui fait non seulement la beauté intrinsèque de Porquerolles, mais en même temps sa rareté dans le paysage français. Et l'inconvénient, c'est que cette rareté, elle amène une curiosité qui entraîne en été ce qu'on sait, c'est-à-dire un flot de touristes qui parfois, au mois d'août, paraît excessif par rapport à ce que peut supporter l'île. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut chasser les touristes, au contraire, parce que je pense que l'activité touristique est essentielle au maintien de la vie sur l'île et à l'équilibre entre hiver et été. Mais je crois qu'il y a des façons de rendre le tourisme, plus intelligent, plus doux. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, et notamment avec les Porquerolles eux-mêmes, les commerçants de Porquerolles, les figures historiques de Porquerolles, le parc national, la mairie, la métropole qui s'appelle Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Tout ça pour dire que sur une petite île de 1200 hectares, il y a beaucoup d'enjeux intéressants qui motivent le fait, en plus d'être passionné par les paysages, l'atmosphère de Porquerolles, de s'intéresser au destin de l'île. On y reviendra sur ces sujets d'hyperfréquentation, d'enjeux liés à la fois l'activité économique et la préservation. J'aimerais revenir quand même un petit peu sur votre parcours. Vous êtes revenu, vous le dites, il y a 10 ans, mais est-ce qu'auparavant, vous veniez ici en vacances? Vous avez des souvenirs d'enfance sur l'île? Toutes les vacances se passaient à Porquerolles, ce qui fait que moi j'ai très peu voyagé étant petit, parce que dès qu'il y avait même un week-end prolongé de 3-4 jours, on descendait à Porquerolles. Donc on descendait à Noël, on descendait en février, on descendait à Pâques. Et puis évidemment on descendait pendant les 2 mois d'été. Donc j'avais
Quand j'étais petit, en fait, si vous prenez le ratio temps entre le temps que je passais scolarisé, pas à Paris même, j'habitais dans un petit village à côté de Paris, en pleine nature, ce qui probablement, couplé à Porquerolles, a déterminé mon lien à la nature. Et en fait, j'avais l'impression que la présence à Porquerolles, même si en temps elle était légèrement minoritaire par rapport au temps en dehors de Porquerolles, elle était du point de vue perception interne, du point de vue affectif, largement majoritaire. Voilà. Et après, j'ai fait coïncider ce temps affectif, ce temps subjectif, si vous voulez, avec le temps objectif de ma présence ici. Vous voulez dire que progressivement, vous êtes venu de plus souvent et plus en plus longtemps ? Ah mais je suis toujours venu, surtout, on a un aéroport qui nous met à 1 heure de Paris, des trains qui nous mettent à 1h15 de Marseille, des trains aussi qui nous mettent à 4 heures de Paris. Donc je faisais des allers-retours, je vous dis jusqu'il y a un peu plus de 10 ans, c'est 2006 exactement. Je faisais des allers-retours tous les 15 jours à peu près. Vous êtes intéressé rapidement à l'histoire de votre famille, j'imagine, que vous avez grandi aussi avec. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler de la genèse du documentaire Les 3 vies de François-Joseph Fournier ? Comment est née cette idée ? Alors comment ça s'est passé ? Il y a eu 2 étapes. Il y a eu, j'allais dire, un regain d'intérêt en dehors du cercle familial, parce qu'évidemment on m'en parlait de l'histoire de Fournier, ma mère, mes tantes. Quand le livre de William Luray, la biographie de François-Joseph Fournier a été écrite, parce que là la famille a participé, moi aussi, je connaissais assez bien l'auteur. Bon, et puis après, donc quelques années après, des producteurs belges se sont intéressés à la question. Il se trouve que moi je travaillais dans l'audiovisuel à ce moment-là, je faisais moi-même des documentaires. Et donc j'ai appris d'ailleurs lors d'un festival de documentaire qu'il y avait un projet sur François-Joseph Fournier. Quelques jours après, j'ai été contacté par les producteurs et on a commencé à discuter. Alors évidemment, ils avaient besoin des archives familiales, donc j'ai un peu fait le pont avec mes tantes et ma mère qui avaient ces archives. Puis assez rapidement, ils m'ont proposé de travailler avec eux, vu que c'était une partie de mon métier déjà. Donc, et d'un point de vue personnel, j'allais dire, ce qui m'a intéressé, évidemment, c'était de me pencher encore un peu plus près sur François-Joseph Fournier. De l'autre, j'allais dire, c'était de passer de l'autre côté du miroir. Parce que le miroir de Fournier, il m'était tendu par ma mère, mes tantes. J'avais parfois un peu le sentiment qu'il était idéalisé. C'est-à-dire que Fournier avait accompli une œuvre fantastique. Je voyais bien ce qui s'était fait à Porquerolles. Je voyais bien ce que disaient les anciens. Parce qu'il y avait encore quelques anciens qui avaient connu François-Joseph Fournier, dont Tite Impès notamment. Mais quand même, je me disais, bon, il est au Mexique, il est au Canada, il a mené une vie d'aventurier, il a quand même dû, je dis pas faire le coup de feu, mais avoir eu à se défendre au moins au Mexique. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu l'envers. Et comme j'avais un ami français, mais qui vivait depuis 25 ans au Mexique, qui était historien, journaliste, qui travaillait lui-même pour la télévision, avec qui j'avais fait un documentaire, on lui a demandé de travailler sur le film et de faire les recherches au Mexique. Et ça m'a permis de compléter ma vision de François-Joseph Fournier. Pas tellement à Porquerolles, parce que là je le savais, mais au Mexique, si vous voulez, sur ce qui avait précédé Porquerolles, les jalons de Porquerolles au Mexique, en fait, là j'ai un peu creusé et on a trouvé des choses, on a retrouvé des lieux où il avait été en dehors de la fameuse mine d'or qui lui a permis de devenir riche et d'acheter Porquerolles plus tard. Voilà, c'était aussi, j'allais dire, bon, c'est l'audiovisuel, le documentaire, c'était un peu mon métier. Et puis d'autre part, ça me permettait, avec un prétexte professionnel, de me pencher sur l'histoire de François-Joseph Fournier et aussi un petit peu d'objectiver cette histoire par rapport au miroir que me tendait la famille. Oui, parce que c'est vrai que vous donnez, la parole est donnée dans ce documentaire à des ouvriers, des personnes qui ont travaillé avec lui au Mexique. Alors justement, ça a ouvert votre spectre et votre image de votre grand-père. Qu'est-ce que ça vous a appris de plus sur lui, sur votre famille et peut-être finalement, parce que je trouve il y a un rapport très intime et à la fin du documentaire, il y a une démarche un peu personnelle, je trouve. Alors je pense que c'était dans le scénario, c'était écrit comme ça, mais peut-être finalement, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous ? Ce que j'ai appris au Mexique, alors l'image qu'on avait un petit peu telle qu'elle, mais c'est pas de la faute de ma mère. Ma mère, quand son père est mort, elle avait 7 ans, donc c'est normal qu'il y ait eu une image un peu idéalisée. La première chose, c'est qu'on avait l'impression que il avait pérégriné dans le Mexique et tout à coup, dans un endroit désert, sauvage, isolé, il avait trouvé une mine d'or. Alors la première chose, c'est que, ça elle me l'avait dit, je le savais par William Luray qui avait fait des recherches pour la biographie, ça a été long.
Deuxièmement, il est employé par une compagnie minière qui ne croyait pas en ses propres conclusions sur la possibilité d'un filon à tel endroit, dans le Michoacán. Et troisièmement, il n'était pas seul. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas arrivé au milieu d'un désert en trouvant un filon d'or. Il y avait déjà des compagnies minières un peu partout, mais sauf que cet endroit-là n'était pas exploité. Donc il s'est glissé dans le chat d'une aiguille et il a trouvé le filon à l'époque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que je connaissais de sa vie à Porquerolles, c'est-à-dire le fait de vouloir organiser une communauté qui fonctionne en autonomie, avec crèche, école, hôpital, une coopérative qui fournisse à prix coûtant toutes les denrées nécessaires, l'usine électrique, et bien tout ça existait déjà au Mexique. Il l'avait fait au Mexique, il l'avait fait à la mine, et il l'avait fait, alors pour moi plus intéressant, parce que ça c'était une découverte, dans une concession qu'il avait prise dans le Tabasco. Il y en avait deux, une dans le Tabasco et une dans le Chiapas. Chiapas on y est allé, mais il restait plus de traces. En revanche dans le Tabasco c'était tout autour d'un lac. Et là c'était essentiellement des plantations d'agrumes et de canne à sucre. Et là, il avait organisé toute la vie autour de cette idée d'autonomie. Et en fait, quand vous regardez dans le Tabasco ce qu'il a fait, c'était déjà une île. Sauf que l'eau était au milieu, c'était un petit lac, l'eau était au milieu, les villages autour, enfin c'était des hameaux. Et l'organisation de la vie ressemblait déjà à celle de Porquerolles. Donc le vrai lien, j'allais dire la continuité de vie qu'il a organisé pour des ouvriers, pour une communauté, dans un endroit privilégié, parce que le Tabasco c'est magnifique, c'est pour moi entre le Tabasco et Porquerolles. Ça c'est ça que j'ai découvert en faisant le documentaire. L'autre chose, ça c'est un petit signe, mais quand on est arrivé avec l'équipe de tournage à 7h30 du matin dans le Tabasco, près de Huimanguillo, donc autour du lac Rosario, on a tous eu l'impression, on s'est regardé, on s'est dit, on se croirait au mois d'août à Porquerolles sur le port quand il y a une légère brume de chaleur. Et les bruits aussi. Il y avait des bruits qui nous rappelaient Porquerolles. On s'est dit, on est tous un peu intoxiqués par Porquerolles, on est incapables de voir autre chose, mais il y a quand même mon ami Patrice qui vivait depuis 25 ans au Mexique, mais qui connaissait Porquerolles. Il dit non, mais moi aussi j'ai cette impression, rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de fantasmer Porquerolles au Mexique. Donc voilà, et alors d'un point de vue personnel, ça c'est difficile de vous répondre. De travailler comme ça d'un point de vue historique, je vous ai dit, ça a objectivé les choses parce qu'on a tous une histoire, celle-là elle est forte. Moi, elle m'a toujours plu cette histoire. Peut-être que pour certains ça pesait, mais moi cette histoire, je veux dire, ma mère par exemple avait eu des débats intérieurs entre le fait d'être héritière de Fournier et en même temps se réclamer de l'histoire Fournier, de Porquerolles, son attachement à Porquerolles. Moi, j'ai pas eu ce débat intérieur, peut-être parce qu'il y avait une génération de plus. Il est mort en 1935, je suis né en 1965, donc ça fait déjà quand même un intervalle important. Et cette histoire me plaisait aussi, parce qu'on sait que François-Joseph Fournier, si vous voulez, il était né pauvre, il est devenu très riche, mais il a organisé une vie parce qu'il voulait, à Porquerolles, où il voulait que les gens soient heureux. Et honnêtement, tout à fait objectivement, il a réussi, quoi, tout le monde le dit. Voilà, donc on ne peut pas se retourner vers le passé en se disant l'utopie est derrière nous toujours, c'était mieux avant, mais il y a eu un jalon posé. Et il y a une vie extraordinaire créée à Porquerolles dans les années 20-30 par François-Joseph Fournier. Et quand je suis allé au Mexique, j'ai vu qu'il n'a pas tout inventé à Porquerolles ex nihilo. En fait, il l'avait déjà inventé au Mexique en partie. La différence, c'est qu'au Mexique, il y a eu la révolution mexicaine, il y avait les Américains autour de sa concession dans le Tabasco, compliqué à gérer. Quand il est arrivé et qu'il a acheté Porquerolles, c'était une île, c'est un territoire surdéfini. Vous ne pouvez pas aller plus loin que la terre parce que vous tombez en mer. Donc vous maîtrisez ce territoire. Et là, il a pu, je crois, tout faire à sa main et avec beaucoup de persévérance, en même temps de patience et de douceur. Alors, c'est ça qui m'a toujours frappé dans son caractère. C'est que c'était un homme entreprenant. Parfois, on est étonné de la vitesse à laquelle il faisait les choses, notamment la restauration de Porquerolles après la faillite du propriétaire précédent, qui était une société par action, la compagnie foncière. 4-5 ans, il avait planté des vignes, construit une usine électrique, réorganisé. C'est incroyable. Mais quand vous regardez les documents, des lettres, etc., vous avez l'impression que ça se faisait vite et en même temps en douceur, sans brutaliser les lieux, sans brutaliser, j'allais dire, l'ensemble de la petite société qu'il avait créée ici, au contraire. Et ça, l'alliance de ces deux caractères,
J'allais dire que c'est peut-être pour moi le plus grand mystère du personnage et son plus grand talent. Alors, à la fois un homme visionnaire et qui a, comme vous le dites, transposé un modèle qu'il avait déjà expérimenté au Mexique, ce qui lui a permis certainement d'aller plus vite, mais ça n'en reste pas moins quand même une expérience et une vie totalement incroyable. En tant que descendant de la famille Fournier, alors je pense que ce travail que vous avez fait sur l'histoire de votre grand-père vous permet de, peut-être pas de vous mettre à distance, mais de prendre un certain recul peut-être par rapport à d'autres personnes de votre famille. Est-ce que vous vous sentez néanmoins investi d'une certaine mission ? Mission, ça serait beaucoup dire. D'abord, ça serait prétentieux de dire que je me sens investi d'une certaine mission. En revanche, je ressens la nécessité de faire partie de ceux qui assurent une continuité dans le destin de Porquerolles, dans la transposition aussi. Parce qu'il y a François-Joseph Fournier, mais bon, je me suis penché sur l'histoire de Porquerolles avant. Et en fait, si vous voulez, j'allais dire Porquerolles et Porquerolles, soit dans sa réalité, soit dans sa virtualité, depuis les Romains. À l'époque des Romains, il y avait déjà 4 plaines cultivées, ce sont eux qui ont créé le village. Donc il y a une donnée, j'allais dire, presque topographique et naturelle à Porquerolles qui fait que c'est une île habitée et une île cultivée. Et celui qui a le mieux réussi l'alliance entre nature et culture, c'est évidemment François-Joseph Fournier. Donc là, je me sens... c'est pas investi d'une mission, mais je suis un des petits maillons, j'espère, qui permettent de transmettre cette histoire et de la poursuivre. Alors maintenant, nos interlocuteurs, c'est le parc national, c'est la mairie, le parc national beaucoup, parce qu'il est à 80% propriétaire des terres de Porquerolles. Mais oui, il y a une continuité assurée, mais une continuité, comme vous le disiez avant à propos du Mexique, avec une transposition intérieure. On ne peut pas reproduire le modèle Fournier, ça c'est pas possible. En revanche, on peut le transposer dans les termes du XXIe siècle. Ça fait le lien avec votre mission au Parc national de Porquerolles, je trouve. Vous êtes donc président du Conseil économique, social et culturel du Parc national. Quelles sont vos missions en tant que président de cette entité et les sujets sur lesquels votre conseil est particulièrement mobilisé ? Le Conseil économique, social et culturel a été instauré par la réforme sur les parcs nationaux, la nouvelle loi sur les parcs nationaux, qui a été promulguée à l'Assemblée nationale à l'unanimité en 2006 et dont l'auteur est Jean-Pierre Girand. Il se trouve que Jean-Pierre Girand est en même temps le maire de Hyères actuellement. Donc ça nous fait un double lien entre, les principes de cette loi et notre ancrage territorial. Et le CESC a été instauré par cette loi, c'est-à-dire que le législateur a voulu, se penchant aussi sur l'histoire des parcs nationaux, ayant constaté qu'il y avait une coupure entre la norme de l'État qui se posait sur certains territoires et les habitants qui se sentaient spoilés de leur propre territoire, il fallait créer une autre courroie qui était la société civile, c'est-à-dire intégrer la société civile dans le quotidien des parcs nationaux, y compris dans la gestion des parcs nationaux et dans le conseil d'administration des parcs nationaux. Alors ça, c'est le cas pour les 10 parcs nationaux français. Ce même conseil existe pour les 10 autres parcs ? Pour les 10 parcs nationaux français. Il se trouve que le parc national de Porquerolles a été le dernier dans les 10 parcs nationaux français, question de date d'échéancier, à faire sa charte. La deuxième chose qu'impose la loi, c'est de faire une charte du parc national. C'est comme une convention, si vous voulez, un aspect contractuel entre à la fois l'État, les services de l'État, la direction du parc national, les communes, très important, les communes sont intégrées dans la gestion du parc national, la société civile, les professionnels, etc. Cette charte, Parc national de Porquerolles, nous avons été les derniers à la faire, pas parce qu'on a attendu, c'est parce que simplement il avait été décidé que tel parc ferait de telle date à telle date. Et on a bénéficié d'expériences des autres. Et on s'est aperçu, et la direction du Parc national de Porquerolles s'est aperçue que justement les CESC existaient dans les autres parcs, mais n'avaient pas été assez associés à la charte. Donc en fait, c'est le parti pris inverse qui a été pris à Porquerolles, c'est de mettre le CESC vraiment en cheville ouvrière. J'utilise souvent le terme de navette au terme du tisserand. C'est-à-dire qu'on tissait la charte, et c'est un peu le CESC qui faisait l'aller-retour entre la direction du parc, entre les professionnels, voire les communes. Et donc le CESC a pris une importance à partir de 2013 ici, quand il a été créé, dans la rédaction de la charte. Donc on a eu pendant 1 an et demi de multiples ateliers de concertation avec des thèmes
qui avait été définie. Il y avait 6 grandes ambitions. À l'intérieur, on définait des orientations, puis on prenait des mesures, on proposait des mesures. Et là, ce sont les membres du CESC et l'ensemble des personnes qui étaient invitées à participer à ces ateliers qui faisaient des propositions. On a eu 1200 propositions au total, qu'on a structurées ensuite dans d'autres séries d'ateliers. On est arrivé au document charte. En quelle année ce document ? Alors, il a été finalisé à peu près en 2015 et il a été promulgué début 2016, validé par le Conseil d'État, puis par le Premier ministre début 2016. Donc, au sein de cette charte, j'imagine que votre conseil est investi d'un certain nombre de missions. Les sujets sur lesquels vous travaillez, vous pouvez les préciser un petit peu ? Alors, comme le titre l'indique, c'est Conseil économique, social et culturel. Donc, nous, notre rôle, c'est d'assurer l'interface entre... Notre rôle principal, c'est d'assurer l'interface entre la mission de préservation des espaces naturels du parc national et la réalité humaine, économique, sociale et culturelle sur le terrain. Donc c'est toujours ce qu'on appelle, un mot qui est commun aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc on doit faire tout le temps le lien et avancer des propositions, avancer des projets entre cette mission de préservation et la perpétuation de la vie économique et sociale sur les îles et en face, parce que le parc national, ce sont 5 communes du littoral qui aussi ont adhéré à la charte du parc national. Donc, je vous donne un exemple. On a ici une importance de la plaisance quand même énorme. C'est l'espace compris entre Menton et Marseille est le premier fréquenté au monde par la navigation de plaisance, de très loin devant Miami par exemple, et particulièrement Porquerolles, Hyères. Donc c'est une activité économique importante, c'est aussi une activité de découverte, parce qu'il est bon que les gens découvrent la mer, mais en même temps ça peut avoir des impacts, écologiques, parce que les bateaux parfois ils rejettent des eaux de vaisselle, ils rejettent des toilettes, etc. Donc la Fédération des industries nautiques locales et un entrepreneur local qui vend des bateaux et qui loue des bateaux, a proposé de créer un label qui s'appelle Bateau Propre. Donc c'est un label de bateau écologique. Il y a un certain nombre de critères auxquels doivent répondre les bateaux qui fait qu'ils ne rejettent pas leurs déchets en mer. Et voilà, c'est parti du CESC, ça a été évidemment agréé par le parc, poussé par le parc. On est très content d'avoir créé ce label Bateau Bleu. Il y a 300 bateaux à peu près aujourd'hui qui sont labellisés dans l'air du parc national. Voilà, ça c'est une des missions qu'a assuré le CESC. C'est toujours cette interface entre et rendre non contradictoire la préservation des espaces naturels et les activités économiques et la vie sociale. Alors sur ce sujet notamment de l'hyperfréquentation, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Le parc enregistre des pics de fréquentation à 8500 à peu près personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. C'est considérable quand on sait que l'année compte à peu près 300 habitants l'hiver. Cette hyperfréquentation, elle pose de nombreux problèmes, atteinte à l'environnement, gestion de l'eau et des déchets, saturation des services et au final insatisfaction des visiteurs. Donc on ne souhaite pas aller jusqu'à une régulation des trafics par l'insatisfaction. Je pense que ce n'est pas du tout le vœu du parc. Néanmoins, est-ce que vous pensez que la préservation de la faune, de la flore, que l'île continue à se développer économiquement, la satisfaction des visiteurs, la tranquillité des Iliens, est-ce que vous pensez que tous ces enjeux sont conciliables ? Et si oui, j'imagine que c'est un enjeu de taille pour le parc. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme solution ? Bon, ça fait 2 ans que le parc a lancé, donc en association avec les communes, les collectivités comme TPM, le CESC, donc, une étude qui s'appelle Capacité de charge sur Porquerolles. Ça fait 2 ans. Là-dedans, il y a des groupes de travail, il y a un comité de pilotage, il y a des scénarios qui ont été élaborés, il y a même des expositions sur l'histoire du tourisme à Porquerolles. Moi, j'ai répondu une fois, c'est pas la solution, mais c'est peut-être le début d'un changement de comportement. Voilà, je vous explique en 2 mots. Je me suis dit, à un moment, on oppose toujours le patrimoine naturel et le tourisme. À savoir que l'un est destructeur de l'autre. Alors c'est vrai, il peut l'être. Surtout sur l'aspect maritime, pour moi. Les herbiers de Posidonie qui disparaissent, je vous ai dit, les rejets en mer, etc. C'est plus difficile à démontrer à terme, même si on sait qu'il y a des impacts de piétinement, etc. Mais on oppose les deux. Or, comme je le disais tout à l'heure, Porquerolles a une riche histoire, mais y compris en matière de fréquentation. Et la fréquentation, elle n'est pas d'un seul type. Il n'y a pas que la fréquentation quotidienne. Vous allez à Porquerolles en prenant la navette le matin.
comme vous alliez sur une plage ailleurs, sauf que le pont s'appelle la Navette. Bon. Il y a aussi des gens qui venaient dans le passé, et à l'époque de François-Joseph Fournier notamment, en résidence. Y compris en résidence de santé, des gens qui venaient au Bon-Air de Porquerolles se régénérer. Donc ce que j'ai dit au parc, j'ai dit, au lieu d'opposer les deux, considérez le tourisme comme un patrimoine lui-même, à préserver, donc à requalifier. Puisqu'on parle de requalification des espaces naturels, il faudrait aussi parler, selon moi, de requalification du tourisme. C'est-à-dire qu'il faut le définir. Quel type de tourisme on souhaite à Porquerolles. C'est pas prendre une masse de touristes de temps par an ou de temps par jour et dire on descend la jauge au milieu. Mais si on prend les choses par on veut tel type de tourisme, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme durable, mais le tourisme durable, il existait comme bien des choses du développement durable, d'ailleurs en tout cas à Porquerolles dans les années 20-30. C'est un tourisme de résidence, un tourisme de randonnée, de promenade, un tourisme non impactant. Donc si on commence par définir le tourisme comme étant un patrimoine, et qu'il ne faut pas le disqualifier, déjà on fait un progrès. Et ensuite on prend les mesures. Alors les mesures, ça peut être pendant les pics de fréquentation, comme c'est actuellement proposé, c'est-à-dire en gros du 15 juillet au 20-25 août, vous allez à Porquerolles si vous avez réservé pour la Navette. Si vous avez réservé sur la Navette, c'est que vous avez pensé à votre journée à Porquerolles. Vous n'êtes pas forcément décidé au dernier moment en emmenant toute la petite famille avec les glacières, etc. Vous avez décidé d'un parcours à Porquerolles, voire vous allez rester 2-3 jours. Donc ça, c'est une autre façon d'appréhender le tourisme, parce que vous allez à Porquerolles avec une réservation, comme vous réservez pour aller au musée maintenant. Comme dans certains sites aussi, il faut réserver. Ça existe déjà dans des parcs nationaux. Voilà. Donc moi, je pense que c'est d'une part, la redéfinition intrinsèque, si vous voulez, du tourisme en lien avec ce qu'a été le tourisme à Porquerolles, sans vouloir pour autant reproduire le tourisme des années 20-30. Et d'autre part, en prenant des mesures qui découlent de ça, mais qui qualifient ce tourisme, et qui du point de vue, j'allais dire, de l'appréhension, de l'esthétique, etc., le requalifient aussi. Parce que prendre le bateau le matin, louer un vélo, payer très cher au parking, payer la navette, louer un vélo, foncer sur la plage pour installer son parasol, voire mettre son poste de radio, faire barboter les enfants, puis remballer tout dans le vélo. Moi, je les vois sur la route, ils sont crevés, ils sont rouges, et s'entasser pour la navette retour en étant énervé, et de nouveau perdre 2 heures sur la route de la Tour Fondue jusqu'à hier, parce qu'il y a des embouteillages. Est-ce que c'est vraiment du tourisme? Est-ce que c'est vraiment un plaisir? Est-ce que c'est vraiment ce que les gens souhaitent? Donc requalification du tourisme, est-ce que vous pensez que la sensibilisation aussi peut avoir un impact? Il y a beaucoup de gens, moi je suis assez étonnée de découvrir qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas forcément qu'ils arrivent dans un parc national quand ils arrivent ici. Mais ça c'est assez curieux parce qu'on le dit depuis un moment, les gens ne savent pas qu'ils arrivent dans un parc national. Et nous on a dit au parc national, mettez à la Tour Fondue et à l'arrivée une arche avec... Parc national. Alors évidemment, ce qui agace les Porquerolais, c'est quand on voit écrit Parc national de Porquerolles. Parce que pour eux, il faudrait changer de nom. Ça fait 15 ans qu'on demande que le nom soit changé. Alors ça pourrait être Parc national des Îles d'Or, Parc national de l'Archipel des Morts. Enfin, on pourrait trouver un autre nom. Mais il n'en reste pas moins qu'effectivement, les gens qui vont à Porquerolles savent qu'ils vont dans un parc national et ils ne savent pas à Porquerolles. Maintenant, si on veut être tout à fait honnête, il faut que les gens le sachent. Mais en même temps, Porquerolles, j'allais dire, elle a son histoire propre en dehors du parc national. Elle est forte, l'histoire de Porquerolles. Donc effectivement, le parc national, il est toujours un petit peu prudent, compris avec nous, pour marquer sa présence dans les lieux. Parce qu'il sait qu'il y a cette histoire forte. Alors, le parc national a 80% des terres, tout l'espace marin autour de Porquerolles. En même temps, ce qui fait vivre Porquerolles, c'est ses habitants. Donc, de temps en temps, c'est le parc national lui-même qui est un peu timide sur le fait d'annoncer aux touristes qu'ils arrivent dans un parc national. Et on se retrouve dans la situation où ce sont les Porquerolais qui disent « mais on ne sait pas qu'on rentre dans un parc national. Alors, quand est-ce que vous allez mettre des pancartes, manifester votre présence, etc. » Parfois, le dialogue est assez rigolo, quoi. On leur demande ce qu'eux-mêmes, parfois, n'osent pas mettre en œuvre ou proposer. Voilà. Dans un interview que vous avez donné à l'Express, alors ça remonte peut-être un petit peu, vous disiez que ceux qui prennent Porquerolles pour une station balnéaire passent à côté de son charme poétique, que lorsqu'on s'écarte des routes balisées, l'île peut révéler ses secrets à travers les chemins de terre sinuant entre les pins, les vignobles et les vergers, le moulin du bonheur et ses forts comme ceux de Sainte-Agathe ou du Langoustier à l'extrémité de l'île. Bref, vous invitiez un petit peu les gens à emprunter les itinéraires bis.
Alors j'ai un peu envie de vous demander quel conseil vous donneriez aux touristes d'un jour qui n'a qu'une journée à passer à Porquerolles pour arriver à saisir l'authentique Porquerolles ou en tout cas en approcher son essence. Voilà, quelqu'un qui n'aurait pas envie de prendre tous les sentiers empruntés par tout le monde, d'aller s'installer sur la plage. D'abord, je vous remercie parce que j'avais oublié que j'avais dit ça dans ce journal. Mais je souscris a posteriori, je suis d'accord avec vous. C'est toujours confortable. Non, je me valide a posteriori, oui. Ce que je dressais là, qu'est-ce que j'ai pu raconter alors, des conseils à un touriste qui viendrait une journée. Il n'a pas le choix, il vient passer une journée, mais il aimerait quand même faire un peu un périple différent. Numéro 1, ne pas venir entre le 15 juillet et le 15 août. Ça, c'est 1. 2, venir de préférence fin avril, début mai ou fin septembre, début octobre. Deuxièmement, avant de venir, à supposer qu'il ne soit jamais venu, aller sur les différents sites ou se documenter un tout petit peu sur l'histoire de Porquerolles, parce que je trouve que souvent, quand on sait des choses sur cette île, comme ailleurs d'ailleurs, la découverte est plus intéressante. Je vous parlais des Romains par exemple. Les Romains, il n'y a pas de traces. En revanche, si vous savez que tout le village a été romain, que les plaines agricoles étaient romaines, quand vous allez vous promener dans l'île, vous allez y penser et ça va amener une richesse virtuelle, parce que vous allez imaginer le travail des Romains dans les plaines que vous allez traverser. Bon, ça c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, aussi faire un petit peu, éventuellement, de prendre des photos, faire de la documentation après cette journée. Regardez le site du parc national, sur les espèces emblématiques, sur les fonds marins, etc. Quatrièmement, je dirais, s'il a le temps, le touriste, pendant sa journée, converser avec les Iliens. Je dis ça parce qu'il y en a pas mal qui le font. Enfin, pas dans le village, mais moi, comme j'habite à 4 km du village, souvent je vois des gens égarés, quand je rentre chez moi. Alors, je les vois avec une carte, je les oriente. Du coup, on parle un petit peu. Alors, il me pose des questions sur la vie à l'année, comment ça se passe en hiver. Bon, mais vous avez encore un restaurant ouvert ? Et oui, on a des restaurants ouverts, on a un bar ouvert. On ne vit pas totalement isolé. Donc, voilà, essayez, même s'il s'agit d'une seule journée, d'avoir une appréhension de l'île qui ne soit autre chose qu'une appréhension uniquement de consommation de plage ou de vélo ou de glace. Tout ça, on peut évidemment le faire. Mais que ça soit... J'allais dire, en une journée, il faut essayer de s'approprier l'île de façon douce. Voilà. Une forme d'appropriation en une journée. Puis comme ça, on peut compter sur lui, sur ce touriste-là, pour ensuite défendre Porquerolles. Voilà. Je pense que si cette personne est dans cette démarche, ce sera une invitation forcément à revenir passer un plus long séjour. Oui, mais à revenir un plus long séjour sur ce qu'on appelle les ailes de saison. Mais il y en a pas mal qui sont installés à Porquerolles. Ils sont venus une journée, puis ils sont venus 3 jours, puis ils ont loué un petit appartement, une maison, ou alors ils sont venus sur un bateau. Et finalement, aujourd'hui, c'est des Porquerolais qui vivent à l'année. Il y en a comme ça. Voilà. J'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant de votre rapport à l'art. Vous avez écrit un ouvrage encore chronique d'une renaissance. Vous écrivez également des notices sur des artistes pour Encyclopédie Universalis. J'ai pu lire l'une d'elles sur l'artiste espagnol Miquel Barceló, dont on peut admirer 2 œuvres permanentes donc à la Fondation Carmignac, qui est la Fondation d'art contemporain qui s'est ouverte l'année dernière sur l'île. Alors l'ouverture de la Fondation l'année dernière, après des longues années de travaux, elle a suscité un certain nombre de questionnements, de réserves de la part des Porquerolais. Elle présente cette année sa 2e exposition dans un climat qui semble plutôt apaisé, je trouve. Alors après, je suis à distance, donc je ne peux peut-être pas tout apprécier. Comment vous avez vécu cette installation et quel regard vous portez aujourd'hui sur ce lieu artistique devenu un des lieux phares de l'île, ou en tout cas, vous parliez de tourisme qualifié tout à l'heure. Je pense qu'il y a une certaine population de touristes qui viennent juste pour la Fondation. Alors, la Fondation Carmignac est pour moi l'un des vecteurs, sinon le vecteur principal, où on peut changer les modes d'appréhension culturelle de Porquerolles. Justement, ça requalifie une forme de tourisme, parce que je le sais, parce que je connais des gens qui y travaillent. J'ai ma filleule, jeune filleule, qui fait les beaux-arts et les arts déco, qui y travaille pendant l'été, qui me certifie, elle me dit les gens qui viennent ne sont pas les mêmes qui vont à la plage. Donc c'est une autre forme de tourisme. Et ça aide à requalifier sous l'angle culturel le tourisme à Porquerolles. Alors, je reviens à ce que vous disiez, sur mon petit parcours personnel, vous êtes bien renseigné. Sur Barceló, par exemple, il se trouve que quand je travaillais à Encyclopédia Universalis, je faisais des articles sur les artistes contemporains.
Et puis j'avais une petite dialectique, un petit dialogue avec la directrice du service culture, donc, qui généralement m'imposait un artiste que j'aimais moins, et j'avais le droit en échange, la fois d'après, d'y en proposer un que j'aimais. Donc j'ai proposé Barcelo, et c'était il y a plus de 25 ans. Quand on voit maintenant ce qu'il est Il y a plus de 25 ans. Non, mais il était déjà connu. Mais elle me dit, oui, mon cher Maxime, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un feu de paille, ce jeune homme, tout le monde m'en parle, mais est-ce que ça durera? Je lui dis, oui, je pense que ça durera. Et puis, elle me laisse faire l'article, elle me dit, non, mais vous avez peut-être raison, finalement. Et il se trouve qu'on est devenus assez proches. Elle est venue à Porquerolles. Et je lui dis, ma chère Christine, on se vous voyez toujours, ma chère Christine, vous savez, une chose dont je rêve, c'est de voir un jour un Barcelo à Porquerolles. Et elle me dit, oh, bah, ça, mon cher ami, où est-ce que vous le mettriez? Et ben voilà, 25 ans après, il y a un Barcelo immense qui a été commandé, qui est magnifique. Il y en a deux, mais qui ont été commandés spécialement pour Porquerolles, dans ce lieu, qui du point de vue architectural, comme vous savez, c'est une reconfiguration de la villa d'Henri Vidal, avec des caissements en dessous, des puits de lumière. Bon, c'est une vraie réussite architecturale pour moi. Surtout, moi, ce qui m'intéressait, alors là, je parle comme un vieux, enfin, comme quelqu'un qui a fait de la critique d'art à une époque. Ce qui m'a intéressé dans le projet qu'ils nous ont présenté déjà en 2012, là, quand ils sont arrivés, c'est qu'il y avait, j'allais dire, 3 parties. Il y a une partie collection proprement dite, avec les Warhol, Liechtenstein, etc. Ça, bon, ils pouvaient le faire à Porquerolles, ils auraient pu le faire ailleurs. Il y a une autre partie qui m'intéresse, c'est le fait d'avoir un artiste invité tous les ans, dans la partie haute en mezzanine. Et la troisième, et celle qui m'intéresse le plus, c'est de commander des œuvres à des artistes in situ, en relation avec les espaces naturels de Porquerolles. Alors ça, j'ai toujours rêvé de ça à Porquerolles. Je me promenais en hiver dans les chemins à Porquerolles, je voyais tel artiste, et par exemple, il y en a un que je voyais, que j'imaginais bien, parce que je savais qu'en Allemagne, il avait fait des nids à partir de branchages qu'il assemblait dans la forêt, qui de loin étaient à peine perceptibles, mais on s'approchait, on voyait un nid, et là on voyait que c'était un artefact, donc c'était une œuvre d'art. C'est Nils Sudo. Eh ben, ils ont commandé une œuvre à Nils Sudo. Voilà. C'est la couvée. Les œufs. C'est les œufs. Là, il n'a pas fait le nid, il a fait les œufs. Donc, pour toutes ces raisons, moi je suis particulièrement heureux de l'installation de la Fondation Carmignac, d'autant plus qu'ils ont repris le domaine viticole. Et comme moi j'ai un petit peu, je connais un petit peu la question de la vigne, parce que j'ai un diplôme de viticulture et d'œnologie aussi. Ils ont magnifiquement repris les vignes, replanté, ils sont en bio et même en biodynamie. Donc ça veut dire une sorte de dialogue en permanence avec la nature porquerolnaise. Donc voilà, il y a alors les tensions, en tout cas à l'ouverture, il n'y a pas eu de tension avec les Porquerolles et ça s'est magnifiquement passé. À l'ouverture, faut se souvenir de cette soirée d'inauguration qui était juste exceptionnelle, mais avant quand même. Alors avant, oui. Il y a eu la soirée d'inauguration qui a été vraiment à la fois bien préparée mais de façon légère, où les Porquerolais, je crois, en tout cas moi, ont été séduits. C'était magnifique. Avant, il y a eu des petites tensions parce que les travaux, c'est quand même des travaux. Il y avait des camions. Peut-être que la communication, à un moment, a un peu pêché. Mais Charles Carmignac, le fils d'Édouard Carmignac, qui a repris la direction de la fondation, en très peu de temps, a renoué le dialogue avec les Porquerolais et très bien, avec à la fois beaucoup de conviction, beaucoup de séduction et beaucoup de tact. Et en faisant des propositions, parce qu'il fait des animations dans le village de Porquerolles, qui ne sont pas des barnums, son et lumière, etc. Je pense à celle qu'il a fait en juillet avec un groupe de danseurs. Et voilà, je trouve que pour toutes ces raisons, c'est une importante... j'aime pas du tout le terme plus-value, mais je vais dire c'est pas une plus-value. Il y avait quelque chose de virtuel à Porquerolles du point de vue artistique. Il y a toujours eu des artistes qui sont passés à Porquerolles. Mon père était compositeur, ma mère peignait. Donc je voyais des artistes passer à la maison, mais ils étaient en vacances. Enfin, mon père a travaillé quand même à Porquerolles. Mais je veux dire, il n'y a pas d'œuvre qui restait. Et là, il y avait une virtualité, et ils ont actualisé, rendu effective cette virtualité. Pour vous, c'est vraiment une bonne chose. Cette fondation, elle apporte quelque chose, un supplément d'âme à Lille? Ah oui, je pense qu'elle a maintenant... Lille a une âme de toute façon. Hein. Honnêtement, il n'y aurait pas la Fondation Carmignac, Porquerolles serait Porquerolles. Mais il y a une coïncidence, et je crois qu'ils l'ont bien compris, entre l'âme de Porquerolles et ce qu'ils ont voulu amener et faire ici, qui enrichit encore la perception qu'on peut avoir et la séduction que peut avoir Porquerolles. Oui. Alors pour justement évoquer cette histoire artistique, il y a beaucoup de peintres, de réalisateurs, de photographes qui ont trouvé dans Lille une source d'inspiration à leur expression artistique. On pense au peintre Paul Signac, à Jean-Luc Godard et la fameuse scène de Pierrot le Fou, donc à La Treille. Charles Cros, le pointilliste. Il y a des magnifiques œuvres, Porquerolles vues de hier, qui s'appelle Les Îles d'Or. Et il y a un magnifique tableau de Charles Cros, donc, qui était un proche de Seurat,
au musée de Beauvais. Je ne sais pas pourquoi c'est au musée de Beauvais, mais il y a un magnifique Charles Cross où on voit le haut de la plage Notre-Dame et les pins qui sont jaunes comme ça, qui sont incandescents, qui est au musée de Beauvais. Voilà. Il faudrait qu'elle soit prêtée une fois. Je crois que je l'ai dit à Charles Carmignac. Alors, bon, il y a eu énormément d'artistes qui se sont inspirés de l'île. Il y en a beaucoup aussi qui ont résidé, qui ont séjourné quelque temps. Chagall, Picasso, Samy Frey ou encore Jean Rochefort. Claude Lanzmann, sa femme à l'époque Judith Magre, Roger Vaillant. Ça, je dis ça parce que c'était des amis de mon père. Ouais. Le peintre Rébérol, s'il était à la maison. Voilà. Il y a Jean-Louis Martinotti qui était directeur à l'époque de l'Opéra de Paris, puis metteur en scène d'opéra. Enfin, il y a eu pas mal de passages. Puis Simenon, évidemment. Georges Simenon. Donc, Porquerolles, propice à l'expression artistique ? Oui, c'est propice à l'expression artistique. Je veux dire, c'est propice aussi, et avant, au fait que les artistes trouvent ici une sorte de sas de respiration par rapport à la tension qu'il peut y avoir dans les milieux de l'art, à Paris notamment. Donc ils peuvent se retrouver de façon un peu plus détendue. Ensuite, effectivement, ça peut devenir une source d'inspiration. Je crois pas on peut pas dire que, en tout cas du point de vue littéraire, il y a les deux romans de Simenon, mais qui sont des Simenon, des polars, quoi. C'est pas forcément les meilleurs, je crois. Il n'y a pas de grande œuvre sur Porquerolles. À la limite, peut-être que ça vaut mieux parce qu'on a encore plus de touristes. Il n'y a pas de monument artistique dédié à Porquerolles. Mais c'est plus intéressant d'avoir un ensemble d'artistes qui sont passés, qui sont venus se ressourcer, qui ont eu des idées, mais pas forcément, je veux dire, en traduisant Porquerolles, mais qui ont travaillé ici, plutôt que d'avoir eu, je ne sais pas, les travailleurs de la mer à Porquerolles ou les demoiselles d'Avignon inspirées par Porquerolles, etc. Quoi. Ouais, ça aurait attiré encore plus de monde. Est-ce que vous avez des conseils de lecture ou de témoignages artistiques sur Porquerolles, justement, à conseiller ? Qui parle de Porquerolles ? Ouais. Ben, bon, je ne vais pas faire toute la liste, ça serait long. Mais il y en a un que je conseille, pas devant tous les autres, mais peut-être qu'on oublie un peu, c'est Le frère de la côte de Conrad, de Joseph Conrad. Conrad était polonais, donc il est venu à 17 ans à Marseille parce qu'il rêvait de s'embarquer et d'aller sur la mer, avant de devenir des grands romanciers qu'on connaît, au 19e siècle. Et il est venu une journée à Hyères, et il est venu en face, presqu'île de Gien, Porquerolles, passer une journée. Et il est revenu, alors qu'il était déjà célèbre, quelques jours, je crois, parce qu'il a pensé, en revenant de Corse, il a pensé écrire un roman qui se passait à l'époque du siège de Toulon par Nelson, et qui s'appelle donc Le frère de la côte. Ces frères de la côte, ce sont des sortes de pirates autorisés qui naviguaient, celui-là naviguait en mer de Chine, et puis il prend sa retraite, il amarre, il arrive à Toulon, et puis il revient à Gien parce qu'il est né à Gien. Et il est beaucoup question de Porquerolles, il y a une vision de Porquerolles, qui je trouve est très belle dans le roman de Conrad. Bon, maintenant vous en trouverez des tas d'autres, mais moi si j'ai une œuvre à conseiller, c'est celle-là, oui, Le frère de la côte en anglais ça s'appelle The Robber. Alors, prochaine lecture. Alors là, je vais rentrer dans une série de questions un peu plus personnelles sur votre lien à Porquerolles. Un jour sur l'île, pour vous, ça ressemble à quoi ? Alors, peut-être qu'au fil de l'année... Vous voulez dire un jour sur l'île idéal ou tel que je le vis moi Alors, c'est pas toujours la même chose hiver-été. On se lève plus tôt d'ailleurs en hiver, on se lève plus tôt en général. Moi j'ai des oliviers. Donc j'ai planté 250 oliviers il y a une dizaine d'années, donc je m'en occupe seul, déjà ça me prend du temps. Et moi je passe souvent la matinée, surtout du mois de septembre au mois de juin, fin juin, à m'occuper à la fois du CESC et de Smilo, l'association que nous avons créée avec le Conservatoire du Littoral, qui regroupe 40 îles dans le monde et dont je suis président. Donc ça veut dire que je suis à Porquerolles, mais parfois... Je peux avoir des mails de Madagascar, de Gorée au Sénégal, ou de la proximité, parce que les 3 îles d'Hyères sont inscrites dans Smilo. Et comme c'est une association internationale et que c'est éclaté, on fonctionne beaucoup par mail, c'est le travail aujourd'hui. Le projet de cette association, excusez-moi, je fais une petite digression, mais le projet de cette association ? Le projet de cette association, et tel qu'on travaille, c'est de faire un réseau d'îles dans le monde entier. Il y avait une première association qui s'appelait c'était pas une association, ça dépendait du Conservatoire du Littoral, Petites îles de la Méditerranée, qui était vraiment tournée sur des petites îles et essentiellement sous l'angle biodiversité, donc protection des espaces naturels. L'idée c'était d'étendre ce réseau
au niveau international, avec des îles potentiellement un peu plus grandes, habitées, un peu plus grandes, et cette fois d'intégrer l'ensemble du développement durable. Donc non seulement biodiversité, mais aussi le traitement de l'eau, de l'énergie, des déchets et le paysage. Donc c'est le point d'entrée, c'est la biodiversité, aussi le point de sortie, mais en fait c'est toute la vie humaine qui se déploie dans des îles, y compris la pêche, etc., qui est concernée. On a créé un label qui s'appelle label Île Durable. Porquerolles va concourir cette année pour le label Île Durable. On crée des comités insulaires sur les îles qui en fait favorisent une bonne gouvernance, on l'espère. En tout cas c'est le cas à Porquerolles, c'est le cas à Gorée. On voit des petits prospectus justement sur les bonnes pratiques, vous en parliez tout à l'heure des plaisanciers. Déjà au mois de juillet, là, on a fait imprimer, je ne sais plus combien, c'est 2000 autocollants pour économiser l'eau, des affiches pour économiser l'eau. Voilà, on a fait ça avec TPM et la mairie d'Hyères, évidemment avec non seulement l'accord mais le soutien du parc national. Voilà, ça fait partie des bonnes pratiques, c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques qu'on essaye de favoriser dans les îles et notamment à Porquerolles. Donc comme c'est une association internationale, moi ça m'intéresse beaucoup, je suis un des 4 membres fondateurs et c'est mon collègue Fabrice Bernard qui dirige la délégation Europe et internationale du Conservatoire du littoral, qui avait déjà créé Petites Îles à Méditerranée. Dès qu'il m'en a parlé, je lui dis ça croise une idée que j'ai depuis longtemps, donc je marche tout de suite. Voilà, et ensuite je suis devenu président et on va tenir notre conférence annuelle avec les workshops, les sessions de présentation sur les îles à Porquerolles du 14 au 18 octobre. L'année dernière on était à Cannes parce qu'il y a les îles de l'Érins. L'année d'avant on était à Gorée au Sénégal. L'année prochaine je ne sais pas où on sera, mais cette année ce sera à Porquerolles. Donc ça c'est un gros projet. Donc pour en revenir à la question initiale qui était une journée type pour vous à Porquerolles. On est parti d'une journée type, oui c'est vrai. Et on a fini sur le monde entier. Alors une journée type pour moi je vous dis c'est m'occuper du CESC, de Smilo, de mes oliviers. Et puis il faut bien dire souvent je suis obligé de prendre le bateau parce que j'ai des réunions en face à Hyères ou autre. J'ai une très vieille maison qu'il faut souvent réparer, bricoler, etc. Si j'ai le temps je lis un peu, parfois je ne l'ai pas, je lis moins qu'avant malheureusement. Voilà, c'est en gros ça. Puis je veux dire la vie à Porquerolles elle est beaucoup faite d'interactions entre les Porquerolais eux-mêmes, on discute beaucoup. Beaucoup de gens me disent ici, de toute façon, quand on passe dans le village, il ne faut pas se dire qu'on a une durée. Voilà. Parfois, ça me prend 1h30 de traverser la place du village, comme à d'autres. Et il y a un truc qu'on disait aussi, c'est quand 2 Porquerolais se rencontrent au milieu de la place du village, ils font une association. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi ? Quand on est en Porquerolles, on aime toutes les saisons, même quand il y a une surcharge estivale. J'aime beaucoup le mois d'octobre. La lumière commence à baisser, mais il y a encore une douceur, il y a des lumières magnifiques. Et puis je vais être honnête, j'adore les mois où on est vraiment une île, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars. Ah oui, j'adore. Parce que, je ne vais pas être grégaire, mais on est vraiment entre Porquerolais. J'allais dire, le continent s'éloigne. On a plus que 4 à 5 navettes par jour, il y a des tempêtes. Les gens ne savent pas quand ils viennent en été qu'ici on vit dans le vent. C'est le deuxième, la rade d'Hyères est le deuxième, en moyenne de vent annuel, la rade d'Hyères est le deuxième endroit le plus venté de France, après la Pointe du Rhin. Donc, décembre, janvier, février, jusqu'au 15 mars à peu près, on a des coups de tabac, que ce soit du Mistral, mais c'est le Mistral noir qui vient du nord, avec des nuages, ou du vent d'est, puis ça tourne parfois au sud, sud-est. Donc on vit dans le vent. Mais en même temps, il y a, une forme de résistance aux éléments qui moi me stimule et j'aime beaucoup aussi cette période. Puis c'est l'époque où moi je taille les oliviers, donc j'aime bien cette période aussi. Voilà, donc j'aime le mois d'octobre, j'aime le printemps, évidemment, quand tout est clos. Mais j'aime aussi l'hiver quand il se replie un peu sur elle-même. Elle se replie sur ses fondamentaux. Voilà. Quel est votre endroit préféré sur l'île ou vos endroits préférés ? Je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas. Alors des endroits empruntés comme ça, j'ai pas l'impression de vous. Non mais je vais vous le dire, mais sauf que moi j'utilise un nom pour cet endroit qu'on utilisait avec ma mère et que n'utilise pas en grande partie le reste des Porquerolais. Donc vous n'allez pas trouver, ça s'appelle la Crique Blanche. Voilà. Pour les cartes IGN ou pour les Porquerolais en général, elle a un autre nom. Donc peut-être si vous enquêtez, vous allez trouver où se trouve cet endroit, mais pour moi c'est la Crique Blanche.
Pour vous, alors on parle souvent de porquerolles authentiques. La porquerolle authentique, ça veut dire quoi? C'est quoi? De décembre à février, justement. On y revient. Est-ce que vous auriez un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles? Un souvenir, une anecdote? Il y en a sûrement des milliers, mais peut-être une qui vous vient là maintenant. Oui. Quand j'étais petit, j'adorais parler avec les vieux du village. Parfois, il y en a quelques-uns qui parlaient encore en provençal entre eux. Bon. Et il y en a un jour, il traversait à peu près une fois par an pour aller en face, généralement parce qu'il allait faire un examen médical de routine. Enfin, bon. Et il me dit « Oh, demain, ça me fatigue déjà, il faut que j'aille en France. » Et alors, ça ne veut pas dire que Porquerolles n'était pas en France, mais pour lui, je vais dire, la France, c'était ailleurs. C'était le territoire continental. Ça ne veut pas dire qu'il voulait l'indépendance de Porquerolles, que Porquerolles devienne un État souverain, etc., etc. Mais pour lui, c'était marquer la différence avec le reste du territoire métropolitain. Voilà, ça m'est resté parce que je me suis dit, on vit quand même à Porquerolles on a quand même une singularité, même si on est à un quart d'heure de bateau de l'embarcadère et que personnellement, il y a eu beaucoup de débats, vous savez, ce serait mieux si Porquerolles était une commune autonome, ce que voulait François-Joseph Fournier, hein. Il avait fait des démarches. Honnêtement, moi je l'ai pensé un moment, là je trouve que ça se passe bien avec la commune d'hier, même très bien. Et moi j'ai parlé avec d'autres Porquerolais on s'est rendu compte, on se dit c'est la première fois que on se dit non seulement Porquerolais, mais qu'on se sent appartenir à la commune d'hier et qu'on s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, donc à ce qui se passe en France. C'est une très bonne transition avec la suite, c'est la vie insulaire, alors elle fascine un petit peu autant qu'elle peut effrayer. Pour vous, qu'est-ce qui est caractéristique de la vie insulaire, peut-être en termes de temporalité, de géographie, de communauté? Qu'est-ce qui marque vraiment la vie insulaire selon vous? Alors ça c'est compliqué parce que j'avais écrit un article dans Libération il y a 25 ans, assez long, sur Porquerolles, la vie en hiver, etc. Je crois que je disais qu'il y a une sorte de langage informel. C'est très difficile à décrire. Ça se ressent. Déjà, je vais vous dire, il y a une façon d'aborder les sujets. Généralement, on n'aborde pas les sujets de fond, directement. On pratique le sous-entendu, avec un sourire. Ça, c'est une caractéristique insulaire que je retrouve, parce qu'il se trouve que je suis incurable, et quand je pars en vacances au mois d'août, pendant 15 jours, 3 semaines, là j'en reviens, je vais en vacances dans des îles grecques, avec ma compagne. Donc on fait des sauts de puce d'une île grecque à l'autre. Et il se trouve qu'en général, entre insulaires, on se reconnaît. Et... Vous n'êtes pas le premier à me dire. Là, on était à Folegandros, par exemple. Enfin, on était dans 6 îles, mais Folegandros ou l'île de Fournier ou l'île d'Icaria, etc. Quand je parle avec des Grecs, les premières questions que je pose, je sens qu'ils me regardent, ils me posent des questions d'un insulaire. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Qu'est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui est ouvert? Combien de liaisons vous avez avec le continent? Et l'agriculture, ça en est où? Et la pêche, etc. Est-ce que le stock de poissons baisse sur la pêche? Donc, généralement, ils le voient, ils me disent... alors, ils disent aussi, mais ça, ils disent que même physiquement, les insulaires se reconnaissent entre eux. Ça, je peux pas... Il y a les pieds nus? Non, c'est le seul moment de l'été où je suis pas pieds nus. Enfin bon. Donc, c'est vraiment une question, j'allais dire, comportementale. C'est presque viscéral, organique. Enfin, quand vous dites ça se ressent, plutôt que ça s'explique. Oui, ça se ressent plus que ça s'explique. Je pense que c'est vraiment organique. La différence profonde pour moi c'est pour ça que moi je suis pas urbain, je suis malade en ville. C'est cette espèce de jonction organique avec l'ensemble de la physique de l'île. Il y a, et ça vous pouvez pas, enfin pour moi, vous pouvez pas éprouver ça en ville. Vous pouvez pas éprouver ça avec des millions de personnes, avec des immeubles partout, avec du bruit, avec de la pollution. Et il y a une attention au bruit, il y a une attention aux couleurs, mais qui est inconsciente, hein, parce que force. Je me souviens avoir été dans une région de France que je nommerai pas, mais qui est très belle. Et la personne qui m'accompagnait me dit: oui, tu trouves ça très beau, tu n'arrêtes pas de dire que c'est très beau, mais on sent bien qu'il te manque quelque chose. Je dis: bah oui, la mer. Donc... Une certaine forme peut-être d'unité aussi ici, c'est-à-dire, ouais, c'est
On peut, sur un tout petit territoire, avoir les sens totalement émoustillés en permanence. Vous le dites mieux que je ne le disais. On est un petit territoire, mais du coup, tout se concentre. Et on est un petit territoire, et le fait d'être terre et mer en permanence, de voir la mer en permanence, et en même temps d'avoir les pieds ancrés dans le sol, comme certains, comme moi, qui sont pieds nus pendant 3 mois de l'année, ça crée une sensation physique, j'ai dit organique, quand même assez exceptionnelle, dont, franchement, on a du mal à se passer. J'allais dire que moi, si j'exagère un peu, je dirais que je suis de façon inadapté, socialement inadapté à la vie urbaine, quoi. Je suis devenu comme ça, quoi. Mais voilà, vous l'avez assez bien décrit, c'est la concentration en un lieu, c'est-à-dire qui démultiplie les sensations. L'hiver, vous en avez parlé, l'île, elle revêt vraiment un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1, voire 2 hivers complets sur l'île pour prétendre connaître la vie sur l'île. Il y a un habitant de Porquerolles, c'est Dédé Mayou, que j'ai entendu dans un reportage, qui disait « Il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, quel est-il? Quel est le vôtre? Tant est que vous... Je suis 100% d'accord avec Dédé Mayou, mais en général, on est toujours d'accord. 2, je pense qu'effectivement, quand il dit trésor, il faut être bien constitué. Ma compagne dit souvent, qui n'est pas originaire de Porquerolles, elle fait des allers-retours avec Paris parce que pour son travail, il est appelé à être à Paris en alternance. Elle m'a dit, il faut être solide quand même. Elle le disait encore hier soir à d'autres gens. Il faut être solide pour vivre à Porquerolles en hiver. Il faut être bien avec soi-même surtout. Et si on est déjà bien avec soi-même, ça va encore mieux. Si on n'est pas très bien avec soi-même, la solitude, le vent, le manque de distraction culturelle, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de... Voilà. Il y a un seul café ou 2 cafés qui sont ouverts. En hiver, il y a des gens que ça peut frustrer. Moi, pas du tout. Je vais presque dire au contraire. Mais il faut, effectivement, comme le dit Dédé, il faut avoir quelque chose de fort en soi, de constitué, et surtout un réceptacle d'émotions, de sensations, en même temps qu'on ne cherche pas à manifester tout le temps. Vous ne passez pas votre temps en hiver à dire « Ah, qu'est-ce que je suis heureux d'être heureux à Porquerolles ». Ça doit se voir sur votre visage, quoi. Voilà. Certainement, il y a une capacité d'ouverture et d'émerveillement du lieu où on se trouve, qui peut-être s'extériorise pas forcément, mais en tout cas, voilà, si on est mal intérieurement et trop centré sur soi-même, ça peut être plus difficile. En général, les gens égocentrés, égoïstes, pas généreux, font pas une longue vie sur l'île. Voilà, faut être honnête. Et ça, je trouve ça très bien, parce que comme ça, il y a une sélection naturelle qui se fait. Voilà. Sur les grandes évolutions de l'île, comment vous voyez-vous l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements ? Je trouve quand même que, notamment quand on a écrit la charte du parc national, il y a une cohésion entre les acteurs de Porquerolles qui est plus forte qu'avant. On se parle encore plus qu'avant, on se met d'accord souvent plus facilement. Je vais vous dire franchement, je trouve qu'il y a une maturité, j'allais dire presque politique à Porquerolles. Quand je dis politique, c'est au sens très large, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis du parc national. Et je peux comparer à d'autres territoires qui est franchement importante. Parce que, aussi, on dit deux Porquerolles se rencontrent, ils font une association, mais il y a de multiples associations. Donc il y a de la concertation, il y a de la discussion. Et ça, je trouve que c'est pour le futur de Porquerolles, parce que ça renvoie au facteur humain. Ça veut dire que les gens se parlent, et puis savent qu'à un moment, même si on n'est pas d'accord au départ, il va falloir trouver un terrain d'entente. Et ça, je trouve qu'il y a une maturité à Porquerolles que, franchement, je suis très heureux de trouver. Et puis, je dis aussi, Dieu sait si j'aime Porquerolles physiquement, en tant qu'île et en tant que beauté de paysage, mais la raison de ma vie aussi à Porquerolles, c'est les Porquerollais. Parce que j'aime profondément les Porquerollais. On est discret, on passe pas son temps à se raconter nos vies, nos malheurs, nos bonheurs, etc. Mais il y a une entente tacite. Et par exemple, quand je reviens d'autres îles, que ce soit avec Smilo, ou que je pars en Grèce faire des Y, la chose que j'ai envie de retrouver, ceux que j'ai envie de retrouver, c'est les Porquerollais. Même si je les croise simplement sur le port, ça me suffit. Une forme de fraternité tacite, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tous être amis, de tous se taper dans le dos, mais il y a quand même un lien entre les Porquerollais.
Exactement. Il y a des gens dont je ne connais pas la vie intime, ni etc., ni le passé, mais je me sens proche d'eux. Alors ça, aller trouver ça ailleurs, c'est pas possible. Parce qu'il y a une fraternité du territoire qui vient du territoire qu'on partage. Alors ça, c'est un point, si vous voulez, du point de vue humain. Bon, maintenant, dans les conditions de vie sur l'île, etc., évidemment, on a parlé de la fréquentation. Il y a un changement aussi dans l'évolution récente, c'est la renommée de Porquerolles. Oui, alors cette fameuse histoire de on n'avait rien demandé, mais ils ont élu Notre-Dame plus belle plage d'Europe. On n'avait franchement rien demandé, et là il y a eu 25% de... Alors je l'ai su, tous les ans ils élisent, ce site web élit une plage, plus belle plage d'Europe. L'année précédente, j'avais vu, c'était une plage grecque. Donc j'ai appelé des amis en Grèce, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit ils ont eu 30% de fréquentation en plus. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Donc on n'avait rien demandé. Mais avant même ça, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais suivant les gens qui passent, les médias, etc. Moi quand j'allais à Paris, j'avais 25 ans, où habitez-vous? Si je donnais l'adresse de Porquerolles, les gens me disaient c'est où ça? Maintenant, si je fais la même chose, on me dit vous en avez de la chance. Alors je réponds toujours oui, venez en hiver pendant les tempêtes. Voilà. Mais il y a une renommée de Porquerolles. Alors c'est bien pour Porquerolles. Ça pose le problème de ce qu'on appelle l'hyper-fréquentation en été, où tout le monde veut passer par Porquerolles. Vous avez plus de la moitié du tourisme de courte et moyenne durée dans le Var qui passe par Porquerolles. C'est quand même énorme. C'est énorme. Bon, mais en même temps, on est très heureux que, au-delà des frontières françaises, même on connaisse Porquerolles. Ça a changé. Mais il y a aussi des... Je sais pas, pour moi, il y a des continuités. Et franchement, je ne suis pas plus attaché aux continuités qu'au changement, ou au changement dans la continuité, etc. Mais j'allais dire, la vie de hors saison à Porquerolles est la même. Et puis alors, il y a une chose qui est très importante à Porquerolles, moi j'éprouve, c'est que je trouve que c'est François-Joseph Fournier qui a planté et replanté la vigne ici. Hein. Il y avait 200 hectares de culture, dont 182 vignes, c'était énorme. Il y en a toujours 80, il y a 3 domaines. Il y a l'activité agricole, qui pour moi est une perpétuation. Mais elle progresse. On passe en bio, puis en biodynamie. On restructure les vignobles. Enfin, il y a, si vous voulez, dans la perception qu'on a de cette île, c'est extrêmement important. Quand je dis à des amis grecs, dans des îles qui sont plus grandes que Porquerolles, ils ont un petit peu de vignes, ils font un peu de vin. Ils me disent, vous avez combien d'hectares de vignes à Porquerolles? Je leur dis 80 hectares. Ils me disent, sur une île de 1200 hectares qui fait 8 km de long, 80 hectares, mais c'est énorme. Je dis oui, mais ça fait depuis les Romains, on a de la vigne. Et puis on y tient. Et ça fait partie. C'est un socle et une structuration sociale aussi, les domaines viticoles. Donc ça, non seulement ça perdure, mais même... ça évolue positivement. Ça évolue, je trouve, positivement, ouais. Il y a le fait de... moi, c'est ce que j'essaye de faire avec Smilo, c'est d'inscrire... on parlait de fraternité entre les insulaires. C'est d'inscrire Porquerolles dans une fraternité insulaire, transinsulaire, avec des îles éloignées. J'étais très frappé que quand on était à Gorée en conférence annuelle Smilo en 2017, de voir qu'on pouvait, notamment sur le traitement des déchets et des choses comme ça, on pouvait emprunter des idées à Gorée. De même que eux peuvent nous emprunter des idées sur le traitement des eaux usées. Bon, voilà, c'est pas très sexy de parler de ces choses-là, mais ça fait partie de la vie sur les îles. Hein. Voilà, pour dire qu'il y a des permanences, il y a des changements, des permanences, mais l'important, quels que soient les changements, et j'allais dire plus que dans n'importe quel autre territoire, dans une île petite comme Porquerolles, s'il y a des changements, il faut que ce soit des changements qui assurent la permanence de la vie, quoi. Il y a des ateliers de prospective qui ont été organisés par le Parc national. Je pense que c'était dans le cadre de l'étude justement sur la capacité de charge de l'île. Donc c'était assez intéressant de voir les schémas imaginés. Comment vous imaginez Porquerolles dans 20-30 ans? Et si vous n'arrivez pas forcément à l'imaginer, comment vous aimeriez que l'île soit? Bon, alors, dans les scénarios qui ont été proposés à partir des interviews qui ont été faites des Porquerolais, je connais bien Charlotte Michel, qui est chargée de l'étude, qui coordonne l'étude capacité de charge. Je lui dis, dans tes 3 scénarios, évidemment, tu as fait voter pour celui pour lequel on adhérait, mais comme il n'y en avait qu'un de possible, bon. Et celui qui était possible, c'était l'île est relativement autonome, on pratique la permaculture, et tout ça, je veux dire, du point de vue développement durable, je ne peux être que d'accord, parce que c'est ce à quoi je crois et ce sur quoi j'essaie de travailler dans les îles. Les 2 autres, il y avait une île virtuelle, un hologramme d'île, enfin bon. Moi, je pense que... Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que, et j'espère, et je suis sûr qu'on va y arriver,
à avoir une île qui accueille toujours des touristes, mais avec un tourisme mieux qualifié. Et je pense que la Fondation Carmignac va nous y aider. Je serai évidemment vigilant, comme tous les porquerolais, sur le maintien des services publics, parce qu'on a perdu une poste. Heureusement, la mairie a créé une agence postale. On a eu des menaces et on a toujours de fermeture de la garderie. Ça veut dire que les gens qui veulent travailler à Porquerolles ne peuvent pas faire garder leur enfant jusqu'à temps qu'ils puissent aller à l'école. Il peut y avoir des menaces sur les 2 classes de l'école parce que le nombre d'enfants scolarisés diminue là, en ce moment d'année en année. On est à 16 enfants, je crois. Alors l'année dernière on était à 19, là je ne sais plus, on est à 16, oui. Et puis les 2 instituteurs, le couple d'instituteurs font partie du paysage de l'île. Ils sont très impliqués dans les associations. Marc Creusefond, instituteur, dirige l'association de l'Ami des îles. Il était au CESC, il est au conseil d'administration du Parc national, il représentait Porquerolles. Enfin, tout ça, ça va au-delà. Déjà, le problème, la question des enfants scolarisés est importante parce que c'est la vie qui se perpétue, puis de futurs petits Porquerolais. Et puis en même temps, il y a, je vous dis, tout est lié à Porquerolles. On ne reste pas confiné dans son métier. On va au-delà, on s'intéresse au destin de l'île et c'est ce que font les instituteurs. Donc voilà, ça ce sont des menaces. Le médecin, c'est important, mais il va rester. En plus, on vient de lui construire un nouveau cabinet. La maison du commandant, qui est une maison qui a été achetée par la mairie à la marine dans les années 2000, à un prix d'ailleurs très inférieur au prix du marché, parce que c'était voué être un bâtiment ouvert au public. C'est resté à l'état de ruine et ça se dégradait pendant 15 ans. Et puis finalement la mairie d'Hyères, il faut lui rendre grâce de ça, a décidé de faire les travaux et a réservé la salle du bas aux associations de Porquerolles, aux événements liés à Porquerolles, aux réunions, et a installé le médecin à côté dans un cabinet avec un logement pour le dessus. Donc voilà. J'ai assez confiance a priori, enfin j'espère. C'est plutôt optimiste. Je suis de nature plutôt optimiste quand je suis à Porquerolles. Si vous me sortez de Porquerolles, je deviens plus pessimiste. C'est bizarre. Hein. Faut rester ici alors. Il me reste 2 questions. Quelle est votre définition du Porquerolais ? La définition du Porquerolais. Si on peut le définir en 2 mots, c'est plus un Porquerolais. On peut donner quelques clés. 1, c'est quelqu'un de chaleureux. 2, c'est quelqu'un de discret. 3, c'est quelqu'un qui est passionnément attaché à son île et ça l'emporte sur tout. 4, c'est quelqu'un qui vous dira pas tout du premier coup, mais qui vous le dira progressivement. 5, c'est quelqu'un qui n'imagine pas la vie ailleurs. Voilà. Belle définition. Dernière question, en évoquant Porquerolles, on parle souvent d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de perles des îles d'or, un peu à la façon d'un portrait chinois. Quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? Alors je fais un peu appel à votre imaginaire, mais quand vous êtes loin par exemple et que vous pensez à l'île, à part votre crique blanche, vous pensez à quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous évoque Porquerolles immédiatement ? Alors, aujourd'hui visible, je pense en dessous de chez moi, même quand je suis à distance. Et là, quand j'y pense 2-3 fois par jour, ça veut dire qu'il faut que je revienne. Je ne peux pas vous dire l'endroit exactement. C'est un endroit qui est en dessous de chez moi, où il y a une petite combe qui descend en pente douce. Il y a des petits chênes verts. Et par une sorte de fenêtre entre les chênes verts, on aperçoit la mer. Voilà, je peux pas... Cette image. J'ai cette image. Et puis sinon, j'ai une image du passé qui me revient. C'est un bateau qui faisait la navette, qui était commandé par Mayou, justement, le père de Dédé, qui s'appelait le Cormoran. Et j'ai tellement été marqué par ce bateau que même aujourd'hui, de temps en temps, j'ai une espèce d'illusion d'optique, là, une espèce d'acouphène visuel, voilà, où je vois le Cormoran sortir du port, avec Mayou, son capitaine. On va rester sur cette belle image. Merci beaucoup, Maxime. Merci à Maxime pour cette conversation qui aurait encore pu durer des heures. Et merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode de Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et les artistes cités, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Vous pouvez vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute, ce qui vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours.
Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir. Dans le prochain épisode, on partira à la découverte du moulin de Porquerolles avec un amoureux de la mer et du vent. À très bientôt!